Est-ce que vous avez la moindre idée du nombre de cartes que j'ai de retard sur le 7-6 avec tout ce qui sort en ce moment? Je vous propose, en commentaire, essayez juste de mettre un nombre pour deviner. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et on est là pour une nouvelle vidéo sur Lorcana. Aujourd'hui, on continue les spoils, parce que les spoils, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Je suis à la bourre de ouf, il y a vraiment beaucoup de cartes que je dois encore traiter. Et justement, cette vidéo-là sort le jeudi, mais j'en profite pour vous faire une petite annonce que j'avais fait durant le dernier mardi méta, mais que je vous remets ici au cas où. Samedi, à midi pile, je mets une vidéo en première avec des analyses de cartes comme d'habitude, donc pour continuer la suite des analyses de spoil comme cette vidéo-là. Mais je la mets en première, pourquoi? Parce qu'elle sera en direct pour la première présentation à midi, parce qu'à la fin, il y aura 2 cartes que Ravensburger m'a données pour que je puisse les révéler. Donc immense merci à Ravensburger de me faire confiance là-dessus. On n'avait pas eu de cartes pour cette précédente, là ça fait plaisir d'en avoir pour ce set-ci. Et du coup, on va pouvoir vous révéler des cartes du futur set samedi à midi, donc un peu après-midi en l'occurrence, vu que la vidéo commence à midi. Mais il y aura un petit peu d'attente, vu qu'on va d'abord parler de toutes les cartes et ensuite en révéler de nouvelles. Sûrement une vidéo d'une trentaine de cartes encore une fois. Là on est vraiment dans le gros du rush, il y a des cartes de partout, dans tous les sens qui sortent, j'ai plus de 60 cartes de retard. Bref, justement, il faut qu'on attaque très vite tout ça. Et pour ça, eh bien on va commencer avec Jasmine, Royal Seafarer, pour 3 ancrables, une 2-3. Quand on joue ce personnage, on peut choisir entre incliner un personnage qui est déjà blessé ou alors donner combattant à un personnage adverse jusqu'au début de son prochain tour. Donc une carte qui va essayer de prendre la place de Lyle Tiberius Rourke dans les decks actuels. Gros avantage pour elle, elle est ancrable. Gros désavantage pour elle, Rourke, lui, il fait perdre du lore à l'adversaire. Dès qu'il y a un personnage qui est banni, elle n'a pas ce genre de capacité. Tu dois choisir entre donner combattant ou incliner un personnage adverse. Donc elle a un peu plus de versatilité. Mais de manière générale, en vrai, on va souvent vouloir donner combattant. Incliner un personnage blessé, ça arrive pas si souvent que ce soit si utile que ça. Et du coup, en fait, la carte me paraît compliquée à jouer. En telle quelle, elle est intéressante mais sans plus. Mais ce qui devient intéressant, c'est la deuxième carte qu'on va voir ensemble, la nouvelle Jasmine, dont je pourrais pas dire le sous-titre en allemand parce que j'ai une prononciation terrible, mais pour 6 ancrables, 5-5 de l'or, alter 5, donc justement avec la Jasmine qu'on a vue avant, on attend un tour et après on peut l'alter, c'est parfait. Et donc si elle est jouée avec l'alter, tous les autres personnages inclinés, à vous ou à l'adversaire, remontent dans les mains de leur propriétaire. On a un reset viable en émeraude. Wouhou! Bon, il y avait déjà un peu sous l'océan, mais c'était très particulier dans certains decks. Ici, non, ça déconne zéro. Cette Jasmine, elle peut remonter un board adverse entier en claquant des doigts. Mais pour ça, il faut déjà avoir une Jasmine à 3 précédemment, ou une autre Jasmine potentiellement, et jouer celle-là par-dessus. Mais au tour 5, c'est vraiment radical. Gros avantage, vous pouvez décider de remonter vos propres personnages si vous le souhaitez en les inclinant avant de jouer ces personnages-là. Typiquement, en vert-violet, ça pourrait être totalement jouable. Comme ça, vous remontez vos Merlin Chèvre, vos Merlin Crabe, vos Merlin Lapin si vous avez besoin. Et donc, vous remontez toutes les cartes inclinées d'en face. Ça aussi, c'est évidemment très très fort. D'autant plus que, potentiellement, on peut avoir un peu d'inclinaison en vert-violet avec les cartes violettes et donc faire des trucs assez sympathiques en vrai. Mais donc, c'est Jasmine très intéressante, légendaire, que je pourrais voir être minimum testée, voire jouer s'il y a assez de Jasmine cool. Et vu que la précédente était un peu moins bien courte, mais ancrable et pouvant donner voilà, justement combattant l'adversaire, comme ça potentiellement il s'incline et derrière vous jouez cette Jasmine là et pouf, ça fait des chocs à pic. Donc très intéressant comme combo, je me dis qu'il y a vraiment de quoi jouer cette carte. Je ne serais pas surpris qu'elle arrive dans des decks émeraude, peut-être avec du violet, peut-être avec d'autres choses, on verra. Mais en tout cas ça fait un reset en émeraude et ça fait plaisir. On enchaîne avec le sous-marin des Rangers du risque que je trouve pas mal du tout. Un lieu pour 2 ancrables avec 8 de volonté, c'est énorme. 8 de volonté autour d'eux, autant vous dire que ça descend vraiment pas tout de suite. Mais en plus, au début de votre tour, si vous avez un personnage sur ce lieu, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Si vous mettez là-dessus un personnage qui est difficile à gérer ou difficile à attaquer, c'est du pain béni. À chaque tour, vous allez avoir une encre gratos tout court, tant que le lieu n'est pas géré. Donc évidemment, ça donne assez envie. 8 de vie, c'est pas gérable tout de suite. On pourrait très bien imaginer dans ce lieu mettre par exemple une petite chicha, tour 2. Et tour 3, vous mettez ce lieu-là, puis vous la mettez dedans pour 3. Et du coup, d'ailleurs, si le lieu n'est pas instantanément géré au tour 3 ou au tour 4 adverse, ou la chicha en l'occurrence, du coup, vous allez pouvoir en créer des cartes en plus, piocher des cartes, etc. Et vous avez un moteur qui peut commencer à se mettre en place.
Il y a peut-être des choses à faire avec ce lieu. Il y a aussi moyen de mettre des personnages par exemple qui sont hors d'atteinte. Ou alors un Basile qu'on va voir un peu... C'est un Basile ou je me trompe? Non, c'est pas un Basile, c'est un Nick. Un Nick Wild. Mais peut-être un Nick qu'on verra un peu plus tard qui est difficile à attaquer, tout ça. On a des trucs à faire pour essayer de rentabiliser ce lieu. Maintenant, ça reste une perte de tempo, c'est pas un objet, donc ça rentre pas forcément dans les decks objets. Ça serait peut-être d'autres decks, peut-être des decks lieux, encore une fois, qui pourraient être créés en saphir. On a un paquet de lieux qui sont très rentables, donc à voir si cette carte sera jouée. En tout cas, elle n'est pas inintéressante loin de là. On continue avec Bellwether, la méchante du film Zootopie. Désolé si je vous spoil, mais bon, en même temps, ça fait un moment que vous auriez dû voir ce film. Il est très très bon. Pour 3 non ancrables, 2, 3, 1 de l'or, elle rentre dans la catégorie des personnages qui font des effets quand vous ancrez une carte ou quand vous mettez une carte en encre durant votre tour. Parce que quand vous le faites, ce personnage-là permet de donner combattant à un personnage adverse pendant son prochain tour. Donc à chaque tour vous pouvez donner combattant, si à chaque tour vous ancrez une carte, c'est pas inintéressant, mais non ancrable, de faibles stats. Il y a d'autres moyens de donner combattant plus efficaces, certes moins dans la longueur, mais plus efficaces quand même, donc je sais pas si cette carte va être jouée. C'est pas inintéressant, clairement. Combattant, on l'a vu dans la méta avec les Light Tiberius Rourke, clairement il y a plein de decks, tu leur donnes combattant, ils font un peu la tronche. Quant à Tamatoa ou Flaversham qui peuvent pas partir à l'aventure, ça coince un peu. Mais du coup, il faut jouer ce personnage-là et ancré, donc ça veut dire qu'au tour 3, elle ne fera pas sa capacité. Il faut attendre au moins le tour 4 pour commencer à pouvoir, comme ça, à chaque tour, essayer de donner combattant à un personnage. Et surtout, ça coûte des cartes au final. Ça, de vous ancrer, mais à un moment, vous n'avez peut-être pas envie d'ancrer. Vous préférez faire d'autres choses avec ce personnage-là. Si jamais il n'y a pas un alter intéressant, je pense pas qu'elle sera jouée parce que tel quel, je pense que juste donner combattant sur un tour avec un personnage et peut-être le remonter en main avec des mimes ou tout simplement faire d'autres choses avec derrière, par exemple Jasmine, sera plus efficace que de jouer cette Bellwether à mon sens. On continue avec le génie, et j'aime beaucoup ce génie, j'aime beaucoup ce génie. Pour 4 non ancrables, donc 2 4 insaisissables, 2 de l'or. Quand vous le jouez, vous piochez une carte, je trouve cette carte vraiment excellente. Si il n'y avait pas le lapin dans la méta, elle serait jouée dans tous les decks améthystes. Et avec le lapin, ça donne une bonne alternative, parce que certes, elle pioche pas quand elle remonte en main, mais d'ailleurs c'est insaisissable, donc si jamais vous voulez la faire chanter des trucs, si jamais vous voulez la faire partir à l'aventure, et elle a 2 de l'or, c'est vraiment efficace. 4 de vie fait qu'elle sera moins facilement gérable par un paquet de trucs en face. Certes, toujours d'attaques qui sont compliquées par rapport à bagarre, sisou, etc. Ça, c'est toujours un problème. Mais je trouve qu'il a vraiment des bonnes stats. Je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Et j'ai pas le fameux génie alter dans les 30 cartes qu'on va faire aujourd'hui. Mais autant vous dire qu'avec le génie alter qui arrive, ça donne très envie. Ça donne très envie. Donc clairement ce génie je trouve très sympa, ça peut être une bonne alternative de pioche dans les decks violets qui veulent pas jouer le lapin et qui veulent faire un truc un peu plus rush, ou en tout cas qui peut peut-être chanter des chansons à 4 de manière plus facilement, enfin de manière plus facile, de manière plus simple. Donc ce génie, j'aime beaucoup, je pense qu'on le verra sur l'étape de jeu. On continue avec Hades, et oh là là, ce Hades aussi, qu'est-ce qu'il est intéressant! Pour 6 non ancrables d'une 3-4-3 de l'or, donc vraiment des stats de personnage qui veut partir à l'aventure, mais en plus, tant que vous avez Hades en jeu, durant le tour de votre adversaire, à chaque fois qu'un de vos personnages est banni, vous gagnez 2 de l'or. Si jamais pendant le tour adverse, vous avez Hades 3 persos que l'adversaire joue, soyez prête, vous gagnez 6 de l'or. Ça, c'est une carte, si vous la gérez pas, c'est game over, c'est une win condition à elle toute seule. Vous avez juste à poser des personnages qui partent à l'aventure. L'adversaire, il a le choix, soit il les laisse et ils font du lore, soit il les bannit et ils font du lore. Ce Hades, vraiment, est super fort. Il a des stats pas trop mauvaises, pas non plus 2 de force pour pas se faire gêner trop facilement par Sisou. Bon, bloc de glace, tout ça bien évidemment, mais voilà. 4 de vie, ce qui permet de résister quand même à un paquet de blast. Certes, il prend Zeus, mais bon, en même temps, il y a beaucoup de cartes qui prennent Zeus. Je trouve ce Hades vraiment très fort. C'est une win condition dans les decks à elle toute seule. Elle peut gagner des decks à elle toute seule. Je pense vraiment qu'il y a des decks qui vont tourner autour d'elle où il va être joué 2 fois. Et genre, vraiment, tu auras un board établi. Genre en violet gris à tout hasard, un deck qui peut très facilement prendre le board. Et d'ailleurs, tu poses Hades, tu regardes l'adversaire et tu lui dis vas-y, soyez prête que je prenne 5 $. Enfin, même non, si j'ai 5 personnages, 10 $ potentiellement. Donc, non, vraiment, ce Hades incroyable si vous en avez 2. Alors là, j'en parle même pas. Après, c'est quand même 6 non ancrables, c'est pas rien comme coup, mais je trouve cette carte vraiment très forte. Très forte. Ça va être compliqué. Les gens qui ragent déjà sur le fait que oh là là, mon adversaire il avait une chèvre en jeu, je pouvais pas la gérer sinon je perdais. Bah là avec ce Hades c'est encore pire. Donc vraiment très intéressant. Heathcliff, Alfred est dans l'Orcana. Alfred, le majordome de Batman. Non, alors c'est pas le majordome de Batman, mais la référence est bien sûr évidente. C'est le majordome du personnage un peu loufoque dont j'ai oublié le nom, qui est dans Big Hero 6, celui qui a une famille richou.
Pour 4, ancrable, 3-3, 2 de l'or, rempart. C'est pas des mauvaises stats en soi, mais rempart, 2 de l'or, c'est toujours compliqué parce que tu veux potentiellement te servir du rempart du personnage, mais si jamais tu te sers du rempart du personnage, auquel cas, le problème, c'est que si tu le mets en jeu incliné, il ne pourra pas faire ses 2 de l'or. A priori, il va se faire gérer avant. Donc, tu as envie de le poser normalement, puis de partir à l'aventure avec, faire tes 2 de l'or. Entre-temps, il peut se faire gérer. Donc, c'est pas mauvais en soi, mais c'est juste que je pense qu'on aura beaucoup mieux dans les decks pour pouvoir en profiter. Après, attention quand même. Et je dis n'importe quoi, pardon, c'est pas du tout rempart, pardon, c'est hors d'atteinte. Attendez. J'ai besoin de mon traducteur, parce que je vois Protéto, mais... N'importe quoi, je me disais rempart en vert, c'est bizarre. Oui, non, c'est complètement hors d'atteinte, donc je retire tout ce que j'ai dit. Hors d'atteinte pour 4, 3, 3, 2 de l'or. Donc il fera ses 2 de l'or de manière relativement sûre, et après, à voir ce qu'il fait, bon. Hors d'atteinte en vert, c'est jamais mauvais en soi, mais je suis pas sûr que ça va être joué. Je pense qu'on a mieux à faire au niveau des hors d'atteinte. Ou avec plus de... Soit avec plus de l'or, soit avec un peu plus de stats, donc ouais. Je suis pas convaincu. Et désolé du coup pour l'énorme faute et la petite pause. Simba, un nouveau Simba que je veux en folle. Regardez comme il est adorable ce Simba. Happy Go Lucky pour 2 ancrables, une 1-4, 1 d'or, des stats pas inintéressantes quand même. Être un 4 permet quand même un paquet de choses. Maintenant malheureusement il y a d'autres personnages qui ont de très bonnes stats et d'autres capacités du genre Ursula avec son Mélomane. Donc je ne pense pas que ce Simba va être joué malheureusement, je pense que le Simba Rempart sera plus utile en général. Mais un 4 c'est quand même des stats pas mauvaises, typiquement dans le fameux deck Ambre Saphir qu'on a vu récemment être joué au Lorca Quest. Eh bien je pense que c'est un personnage qui aurait pu être un excellent T2 dans ce deck. Même si Wendy Darling avec 1 de vie de moins mais 2 de l'or sera sûrement préféré aussi. Prince Naveen, mais pardon, pas juste Prince Naville, c'est plutôt... Papa, Prince Nulvin, oui c'est bien lui, Nulvin le 2-3. Et oui, on a un Nulvin pour 2 ancrables, 2-3, 1 de l'or, je vais pas épiloguer dessus, vous savez ce que je pense des 2-3 pour 2, 1 de l'or. Si je mets nul au niveau de l'or, non, ce n'est pas pour rien. Et là, clairement, on est sur un bon gros Nulvin, là, hein, vraiment, il n'y a pas d'alter derrière pour faire des choses intéressantes. Donc, je passe directement à la suite sans trop tarder. Et la suite, c'est... le chef Bogo pour 4 ancrables, 4-4, 1 de l'or, et avec une capacité très rigolote parce que c'est chef Bogo le fan de Gazelle, et l'idée c'est que si jamais Gazelle est en jeu, il gagne Mélomane 6. Bon, faudra qu'il y ait des gazelles vraiment fortes pour qu'on ait envie de jouer ce personnage-là à la place de Naveen, qui est Mélomane 6 de base et qui joue une chanson en rentrant en jeu directement, qui est 3-3-2 de l'or. Bref, je vois aucun univers où ce chef Bogo sera joué, à moins peut-être si jamais il y a un alter, ou même s'il y a une gazelle vraiment trop forte, je sais pas, je pense même pas, je pense que tu préfères jouer quand même Naveen à la place de chef Bogo, malheureusement. On continue avec Dingo qui a fait pas mal parler de lui. Le Dingo, il était très intéressant pour 5 ancrables, 1, 4, 3 de l'or hors d'atteinte. Donc déjà très embêtant à gérer parce que hors d'atteinte, 4 de vie, bah il n'y a pas grand chose qui le gère à part des soyez prêtes. Bon, il a 1 de vie donc 6 sous à 8 pourra le gérer quand même, fort heureusement. Mais surtout ce qui est fort, c'est que ce Dingo, bah voilà, il va faire ses 3 de l'or, mais en plus de ça, quand il va partir à l'aventure, on choisit un autre personnage qui gagne hors d'atteinte lui aussi. Du coup, si vous mettez hors d'atteinte sur un rempart à côté, genre Shenpo à tout hasard, bah mine de rien, vous avez un Dingo qui va repartir à l'aventure parce qu'il y a un rempart à côté qui le protège, et vu qu'il est hors d'atteinte, vous pouvez pas le gérer autrement à part avec un bannissement de masse. Donc, compliqué à gérer. Ce Dingo est très intéressant. Le fait de pouvoir donner hors d'atteinte à chaque tour à d'autres personnages permet de protéger vos autres personnages qui partiront à l'aventure après. Genre vous jouez Dingo, le tour d'après vous jouez un personnage à 3 de l'or avec des stats corrects, mais vous lui rajoutez hors d'atteinte grâce à un Dingo qui fait 3 de l'or, le personnage après il pourra refaire peut-être 3 de l'or derrière. Donc il y a vraiment un combo comme ça de trucs qui peut être très intéressant, une espèce de cascade de hors d'atteinte qui fait que vous avez pas mal de l'or qui peut être assuré de manière relativement tranquille. Mais voilà, on a pas mal de choses qu'on peut faire avec ce Dingo, je le trouve vraiment très intéressant. Il a ultra inventeur, on verra si c'est si utile que ça, à voir. Mais je me dis qu'il y a vraiment des choses à faire avec. Dawson, pas grand chose à dire, on est dans l'archétype classique des personnages qui pour 4 ancrables sont seulement 3-4 de l'or et non pas 4-4 de l'or. Je sais toujours pas pourquoi 4 est le seul coup du jeu où on a, enfin à part les coûts très élevés, où on n'a pas le personnage où il y a pour 4, 4 de l'or, je veux dire pour 3 il y a des 3 de l'or, pour 5 il y a des 5 de l'or, pour 4 il n'y en a pas. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais ça fait que leurs personnages sont vraiment beaucoup moins forts. Helping Hand, alors oui, il y a des cartes qui vont avoir des formats un peu bizarres, hein, parce que sur internet pour les trouver des fois c'était compliqué. Helping Hand, l'espèce de remplaçant de travail d'équipe, qui vient du set 1, je rappelle, qui permettait d'avoir soutien pour pas cher, mais ici on a soutien et on pioche une carte, mais c'est non ancrable. Mais
non ancrable n'est pas gênant quand pour seulement 1 on peut piocher une carte qui sera sûrement ancrable et on pourra l'ancrer derrière. Je trouve que c'est une très bonne carte en vrai. De manière générale, de toute façon, les cartes qui pour 1 font piocher, de base c'est très fort. Je veux dire, Glace à l'eau, pourquoi c'est très fort? Parce que pour 1 tu pioches, point. Glace à l'eau permet d'avoir 2 de soins plus tard potentiellement. Bon, c'est surtout, ça permet aussi d'avoir Flower Charm derrière qui permet de le casser pour piocher des trucs. Ici, Helping Hand, bah clairement, c'est encore une carte qui pourrait rentrer dans les decks en mode bah je fluidifie mon deck, je donne soutien à tel personnage qui va donner ensuite sa patate à un autre personnage qui va attaquer quelque chose. C'est pas inintéressant. Au pire du pire, t'as juste perdu un d'encre. Et au mieux, t'as remplacé ta carte par une autre. Et en plus de ça, t'as donné un support intéressant. Donc, j'aime bien cette carte. Je pourrais la voir être jouée dans des decks potentiellement. Franchement, pourquoi pas. Le seul défaut, c'est qu'elle est dans un crâne. Mais comme je disais, vu que c'est une carte qui pioche pour 1, bah c'est pas si gênant. On enchaîne avec l'arbre mystique. Mystical Tree, la maison des Mamaodi pour 2. Ancrable, 7 de volonté. On rentre dedans pour 1. Au début de votre tour, vous pouvez bouger un dégât d'un de vos personnages. Enfin, d'un personnage, pardon. Un personnage adverse, donc comme d'habitude la mécanique de déplacement de dégâts en violette qui continue d'être présente. Donc à chaque début de tour, ce lieu permet de soigner de déplacer un dégât d'un personnage sur un personnage adverse. Donc ça peut être des vôtres, ça peut être de l'adversaire, donc c'est pas inintéressant. Et à côté de ça, au début de votre tour, si vous avez un personnage qui s'appelle Mamaodi, vous gagnez un d'or. Donc le lieu gagne un de l'or entre guillemets s'il y a une Mamaodi dedans. Le problème numéro 1, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu des Mamaodi qui donnent si envie que ça d'être joué. Et le problème numéro 2, c'est que c'est au début de votre tour le déplacement de dégâts. Donc l'adversaire peut complètement gérer son tour, envoyer ses personnages justement sur les vôtres, les sacrifier entre guillemets, faire des choses, pour pas qu'il y ait tant de moyens que ça de pouvoir déplacer vos dégâts. Et donc, à moins d'avoir un personnage qui se met des dégâts tout seul à chaque tour pour des effets, et qui reste en jeu, que l'adversaire ne le gère pas, bah du coup ce Mystical Tree il va être très compliqué à rentabiliser et je n'ai pas très confiance dans cette carte là, je ne pense pas qu'elle va être rejouée malheureusement. Mickey Mouse pour 3 ancrables 2-4, quand il est dans un lieu il gagne plus 2 d'attaque, ça fait beaucoup penser au balai qui a des capacités très similaires, et du coup je me dis que ça sera pas joué comme le balai en question qui est déjà difficilement joué dans le deck en question, alors que le deck balai t'as quand même des lieux qui sont pas mauvais avec. Là le Mickey Mouse tout seul comme ça, bon, c'est une vanilla, il n'y aura pas grand chose à faire avec. On continue avec Basile. On a enfin une carte qui ressemble à Cruella en saphir ou à Jafar en acier. Mais ce coup-ci en émeraude, on a... Ah non, je dis n'importe quoi, c'est pour 3. Ah ouais, non, c'est nul en fait. Oui, en fait, oui, non, pardon. Ok, je récapitule. En saphir et en acier, on a des personnages qui pour 2 ont insaisissable, mais que pendant son tour. Ici, pour 3, on a une 3-2 qui est insaisissable tout court. Alors, c'est Tristocir qui a un point de vie de plus. Pour 1 de plus. Et du coup, à mes yeux, c'est pas assez. Parce qu'en fait, entre 1 et 2 points de vie, la différence est vraiment très fine. À part Clochette qui met littéralement un dégât, la plupart du temps, la différence, elle est invisible. Parce que les trucs qui mettent des dégâts directs partent souvent de 2 dégâts. Et à côté de ça, les personnages qui sont insaisissables ont souvent au moins 2 d'attaque. Et du coup, il n'y a vraiment pas de différence à mes yeux entre ce Basile et le Tristocir. La petite différence peut-être c'est que Basile a des altères en saphir, mais bon c'est pas assez pour vraiment être si rentable que ça. Par contre on voit qu'il est toujours hypnotisé et que donc Jafar continue son œuvre de vouloir récupérer la couronne d'Exasor. Vraiment Jafar en tâche de fond de ce set qui n'est certes pas le grand méchant, mais qui sera peut-être le grand méchant du prochain set. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'indices qui vont dans cette direction. On continue avec la pièce d'or qui vient du monde de Ralph, un objet qui fait penser au bouclier de vertu parce que c'est la même capacité. Il permet de redresser un personnage qui ne peut pas partir à l'aventure jusqu'à la fin du tour. La différence c'est que le bouclier de vertu ça coûte cher pour le mettre en place, ici ça coûte pas cher mais, parce qu'il y a un mais, c'est one shot, il faut bannir l'objet pour le faire. Donc, je préfère clairement le bouclier de vertu parce que c'est réutilisable et qu'en général les decks qui jouent ce genre d'objet là ont assez d'encre pour pouvoir le rentabiliser de manière plutôt safe. Ici, la petite pièce d'or, bah malheureusement, je n'ai pas l'impression que ça va être si jouable que ça, j'ai pas l'impression que ça va être si fou. Donc bah, malheureusement, ouais, je pense que ce sera pas joué. Parce que c'est un objet qui se bannit et que les objets qui se bannissent, franchement, c'est dur à rentabiliser souvent. On enchaîne avec un joyeux non-anniversaire, une carte améthyste qui me fait extrêmement plaisir, parce qu'on renforce les mécaniques de meule. Pour ceux qui découvrent ce mot, la meule c'est tout simplement une mécanique dans les jeux de cartes qui vient de Magic, où il y avait une carte qui s'appelait The Mill en anglais, donc la meule en français, qui permettait tout simplement de mettre la carte du dessus de la défausse dans
la carte du dessus de la pioche adverse dans sa défausse. Et donc, vu que c'est aussi un jeu où qu'on a plus de cartes, on a perdu, ça permettait d'avoir une victoire différente. Dans l'Arcana, il y a des decks meules qui existent, mais qui ne sont pas ultra compétitifs. Mais dans le 7-6, on a un paquet de cartes, mine de rien, qui commencent à arriver, et qui permettent de meuler directement le deck adverse. Alors que jusqu'à maintenant, on essayait juste de rentabiliser à fond des rêves bleus. Ici pour 1, une action qui se chante en plus et qui permet tout simplement de prendre les 2 cartes du dessus de deck de tous les adversaires et de les mettre dans la défausse. Donc pour les deck meules, c'est du pain béni. Vos personnages vont pouvoir défausser des cartes adverses en chantant plutôt que de faire du lore. Donc vraiment, carte très intéressante pour les deck meules qui sera sûrement jouée en x4 pour les deck meules et absolument pas autre part parce que dans les autres decks, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais les deck meules violet-gris, ça va arriver fort, hein, ça va arriver très très fort. On continue avec Scar. Scar qui a littéralement l'effet de notre roi vous invite à la fête. Excusez-moi, j'ai mon œil qui me gratte et autant que je pouvais le faire avant, autant la lunette c'est plus compliqué. Donc Scar pour 5 non ancrables, 4-2, 3 de l'or et quand il entre en jeu, il fait l'effet de notre roi vous invite à la fête, c'est-à-dire vous mettez 2 dégâts à un de vos personnages pour infliger 2 dégâts à un personnage adverse. Le défaut de ce Scar, c'est qu'il ne pourra pas le faire sur lui-même sans se bannir tout seul, vu qu'il a lui-même 2 points de vie. S'il avait été 4-3, j'aurais peut-être eu un avis différent. L'avantage, par contre, c'est qu'en dehors de cette petite gestion qu'il propose, bah, il fait quand même 3 de l'or. Et il peut aussi permettre de blesser vos personnages pour faire des réponses derrière. Donc, c'est pas inintéressant en jaune-rouge, par exemple. Maintenant, le problème que je vois avec ce Scar, c'est que dans un deck Mufasa, s'il arrive en top deck sur un Mufasa, bah, il va se blesser lui-même et donc il va sûrement pas faire grand chose en face. Les cas d'attaque sont pas inintéressants pour un personnage qui a beaucoup de lore parce que comme ça, certes, il est facilement gérable par des blasts, mais si quelqu'un veut venir le défier pour le bannir, bah, en général, 4 de dégâts, c'est quand même assez dur à tanker. Le vrai gros problème de ce Scar, c'est clairement le fait qu'il est non ancrable. C'est clairement 5 non ancrables pour ce genre d'effet. Ça arrive un peu tard, c'est un peu trop cher, et les stats d'ailleurs sont pas inintéressantes, mais comme je le disais, 2 de vie, c'est vraiment facile à gérer pour un paquet de decks dans la méta actuelle. Et bah, les 3 de l'or, s'ils se fait gérer avant, ne seront pas utilisés. Donc j'ai du mal à l'imaginer être joué pour le moment. On verra si jamais la méta me donne tort. Peut-être que des decks vert-rouge, déplacement de dégâts existeront. Ou alors des decks rouges avec des personnages qui ont des bonus quand ils ont des dégâts sur eux. On en a déjà vu, des personnages comme ça. Il y a le fameux Donul légendaire qui gagne 1 de l'or par dégâts qu'il a sur lui. Donc, sait-on jamais, peut-être que ça peut permettre d'avoir un moyen simple et efficace de faire et du rush tout en mettant des dégâts sur ces personnages pour ensuite piocher avec réponse ou faire d'autres effets intéressants. Pourquoi pas. On continue avec Mamaodi pour 5 non ancrable, une 4-5-1 de l'or qui a la particularité, quand vous jouez une chanson, elle déplace 2 dégâts d'un personnage à un personnage adverse. Bon. Faut jouer des chansons, c'est non ancrable, ça fait déjà 2 conditions très compliquées à remplir en améthyste, parce que bah en plus pour la finalité c'est quoi, c'est déplacer des dégâts. Je veux dire, pourquoi on jouerait cette Mamaodi alors qu'on peut jouer Belle, qui est 4-4 de l'or, je trouve c'est des meilleurs stats, qui est ancrable, et qui en plus de ça transfère 3 dégâts de vos personnages, sans avoir à chanter de chanson. Voilà. Malheureusement, Mamaodi qui arrive dans un spot très particulier. Alors oui, il y a le lieu qui combote avec, mais malheureusement, bah non, c'est pas du tout suffisant pour être assez rentable. Et encore une fois, le problème des decks qui se baseraient potentiellement sur le fait de renvoyer les dégâts à l'adversaire, bah, c'est qu'il faut en avoir à la base. Donc on partirait sur violet-rouge, et violet-rouge, bah, je pense qu'il y a de meilleurs decks à faire que ça, malheureusement. La Jumbo Pop Cycle, la grande glace géante pour 3 non ancrables. Un objet qu'on doit bannir pour soigner 2 de tous nos personnages et piocher une carte. Donc à la différence de la glace à l'eau, c'est un soin sur tous vos personnages d'un coup, ce qui est souvent anecdotique parce que la glace à l'eau, on s'en servait pas pour ça, on s'en servait pour la bannir avec Feversham. Et justement, il faut en plus là la bannir et soigner tout le monde pour piocher une carte. Avantage, vous pouvez choisir quand vous piocher, comme ça si l'adversaire joue un deck défaut, vous pouvez essayer de piocher après qu'il ait vidé votre main pour avoir plus de solutions. Le gros défaut, ça coûte beaucoup trop cher, c'est non ancrable, soigner 2 sur le board, souvent ça ne sert pas assez, et vu qu'elle pioche pas en arrivant en jeu, ça fait moins de cartes advantage avec Feversham, donc clairement la Jumbo Pop Cycle ne sera sûrement pas jouée je pense. Nick Wild, que je trouve très intéressant, une unco très intéressante, pour 3 ancrables, une 1-3-1 de l'or, avec un alter 1, et dites-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est pas le premier alter 1 du jeu ? Il y en a peut-être d'autres, hein, mais vraiment, ça me dit rien, un alter 1 dans le jeu pour l'instant. Et donc, bah, un alter 1, donc très intéressant. Ça tombe bien, on a vu le Nick Wild à 1 qui gagnait des boosts s'il y avait un personnage support en jeu. Et lui, pourquoi il est très intéressant? Parce que tant que vous avez au moins un objet en jeu, on ne peut pas le défier. Ça veut dire que ce Nick Wild, tant que vous avez un objet en jeu, il est inattaquable.
Vous pouvez partir à l'aventure à chaque tour avec lui et faire des points. Ou, aussi, autre utilisation très intéressante, vous pouvez chanter avec lui. Je pense que c'est une carte qui peut être très intéressante par exemple en violet-bleu, parce qu'on a mes amis de là qui pourraient être chantés complètement gratos par Sneak Wild, sans avoir peur de se faire bannir le personnage derrière. Donc très intéressant évidemment d'avoir un personnage qui ne peut jamais être banni, il y a plein de choses à faire. Heureusement, il coûte que 3, donc ça évite qu'il puisse chanter des chansons à 4. Il se limite aux chansons à 3. Mais les chansons à 3, bah il y en a déjà un paquet qui sont bonnes. Et on pourrait imaginer, pourquoi pas, peut-être un deck Acier Saphir, commencer à entrer Nick Wild, pour ensuite, en alter, pouvoir chanter, dès le tour 2, des Perdus dans l'hiver, des... comment ça s'appelle aussi, des... Ah, j'ai plus le nom. Dabada, je vais retrouver le nom, bougez pas. Des plus ardents que le feu des volcans. Et du coup derrière en plus il peut même pas être attaqué par un personnage qui serait charge en face quoi. Donc vraiment pas inintéressant Sneak Wild. Très très bonne carte en saphir. De toute façon je vais vous le dire honnêtement, le 7-6, vraiment saphir, j'ai l'impression qu'il n'y a que des bonnes cartes dedans. Toutes les cartes que je trouve intéressantes c'est dans les decks saphir. Le deck build des bleus quelque chose vont être très très intéressant dans le prochain set. Effalumps and Woozle, j'ai pas la trad française, ça vient du film Winnie l'ourson si je me trompe pas, mais là franchement je sais pas du tout ce que ça veut dire. Pour 2 ancrables, c'est une chanson qui permet de dire que l'adversaire ne peut pas attaquer pendant son prochain tour et vous piochez une carte. Pardon, on peut pas partir à l'aventure pendant son prochain tour et vous piochez une carte. Donc c'est pas vraiment combattant, parce que combattant force l'adversaire à attaquer. Ici, vous l'empêchez juste de partir à l'aventure, ce qui souvent est le but recherché. Hein. Mais forcer l'adversaire à attaquer est quand même très intéressant parce que ça force l'adversaire à prendre des trades de son côté, sinon son personnage combattant va attaquer et ça lui plaît pas. Un Tamatoa qui attaque c'est ok, mais un Flaversham qui attaque souvent c'est catastrophique. Ce qui est très intéressant c'est une chanson. Donc justement, bah pas mal, comme ça on peut utiliser un personnage pour faire ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça pioche. Donc, encore une fois, les cartes actions pas chères qui piochent permettent de pouvoir plus facilement cycler le deck. Et donc ça permet de faire des choses vraiment pas mal. Je sais pas si ça va être joué parce que, bah encore une fois, on préfère jouer des personnages qui font des effets d'entrée de jeu plutôt que des actions. Mais vu que celle-là elle pioche, on sait jamais, il y aura peut-être des choses à faire avec, il faudra voir. On enchaîne avec Billy Bones, une nouvelle version pour 3 ancrables, une 2/2 de l'or. Et quand il est banni, vous pouvez bannir un objet ou un lieu. Il va donc directement entrer en compétition avec Benja, qui lui a 1 point de vie de plus. Bannit que les objets, mais le fait en arrivant en jeu. Et du coup, même si jamais ici on peut bannir des lieux, les lieux sont pas assez présents dans la méta pour que ce soit un si gros avantage que ça. Et par contre, à côté de ça, le gros problème de ce Billy Jones, bah, c'est que son effet, il est quand il est banni. Donc c'est l'adversaire qui choisit, entre guillemets. Et à partir de là, bah, il peut le bannir avant de jouer ses objets ou attendre un peu, faire des trucs et après le bannir. Alors ça, dans ce cas-là, il va faire un peu de l'or. Mais vu que c'est l'adversaire qui choisit, c'est vous qui subissez. Et ça, c'est toujours dommage. Donc je pense pas que Billy Bones détrônera Benja, qui lui peut être bouncé avec des mimes en plus pour pouvoir faire plusieurs fois sa capacité. Si jamais il y a beaucoup de lieux qui deviennent omniprésents dans la méta, ça peut être intéressant. Là, il est en directe compétition avec... comment ça s'appelle? C'est le Rise of the Titans, donc l'attaque des titans. Mais du coup, bah, l'attaque des titans, c'est une action, c'est instantané, il n'y a pas à attendre qu'il soit banni, donc c'est pas tour plus 1, voire encore plus, quoi. Donc malheureusement, ce Billy Bones, je ne pense pas qu'il sera joué, bien que la carte n'est pas inintéressante en termes de capacité. John Silver pour 4 non ancrables, et là j'ai oublié, si jamais je me souviens ce qu'il fait. Donc ce John Silver pour 4 non ancrables, 2/4, 2 de l'or avec tous les traits de la terre, comme d'habitude pour les John Silver. Sa capacité est intéressante, quand ce personnage part à l'aventure, vous pouvez mettre un dégât à un de vos autres personnages pour le redresser, et auquel cas il ne pourra pas repartir à l'aventure pour le reste de ce tour. Donc un petit John Silver qui permet de redresser des personnages qui pourront peut-être taper plusieurs fois, en leur mettant des dégâts dessus, ce qui peut trigger d'autres capacités du genre Ratigan qui booste son attaque ou des choses comme ça. Donc c'est pas inintéressant, loin de là. Ça peut permettre aussi d'avoir des personnages qui peuvent chanter plusieurs fois d'affilée, donc ça aussi c'est pas inintéressant. Et enfin, bah voilà, il y a des personnages enfin, mettre des dégâts sur ces personnages permet de trigger des capacités du genre réponse et tout. Donc, pourquoi pas en jaune-rouge, peut-être qu'il y a un truc à faire dedans. En plus, on a des personnages qui ont un peu de l'or, donc comme ça, on pourrait mettre des dégâts pour les redresser et essayer de faire un tour de l'or de plus avec eux. Les caractéristiques sont ok tiers, hein, pour 4 non-ancrables, 2/4 de l'or, c'est plutôt bien avec la capacité derrière, donc là-dessus ça va. Le problème c'est non-ancrable, bien évidemment, mais bon, ça, évidemment, qu'on a des capacités intéressantes, au bout d'un moment, on peut pas tout avoir. Donc, à voir s'il va être joué, je peux l'imaginer peut-être en jaune-rouge, ou alors s'il y a un deck rouge, quelque chose qui joue sur le fait d'avoir des personnages qui ont beaucoup de dégâts sur eux. Encore une fois, plus on met de choses, de synergie dans une mécanique, plus au bout d'un moment elle va être viable. Donc ça va être intéressant de voir les decks qui veulent essayer de surfer là-dessus. Maintenant, bah, à voir.
Et pour la prochaine carte, petit changement. Les lunettes de soleil, donc pour 4 ancrables, c'est un objet qui permet de pouvoir l'incliner pour piocher une carte, puis défausser une carte. Donc évidemment, carte intéressante pour les trucs à base de Sherry Nottingham, de Bayou et tout, qui font que en défaussant des cartes de votre côté, derrière, vous forcez l'adversaire à prendre des dégâts, donc ça peut être pas mauvais. C'est surtout un moyen d'avoir une meilleure main. Ça va pas faire du cas d'avantage, mais ça va faire en sorte que vous aurez une meilleure main. Et donc si vous avez une meilleure main, vous aurez plus de chances de gagner vos parties. Le truc intéressant aussi, c'est que du coup, vous pouvez mettre des cartes dans votre défausse pour ensuite essayer de les récupérer peut-être en ambre, avec des cartes qui récupèrent des personnages à défausse, des trucs dans le genre. Donc, peut-être des synergies là-dessus. Le vrai gros problème, c'est que c'est un objet qui coûte 4. C'est tellement cher, 4. Et du coup, vu que ça coûte 4, ça va être trop compliqué à jouer. Imaginez un objet à 4, il faut vraiment que ce soit un truc qui impacte énormément la partie pour pouvoir être vraiment si fort que ça. Là, tel quel, je pense pas que ça impacte suffisamment pour qu'on soit si bien que ça avec les lunettes de soleil, malheureusement, donc je ne pense pas qu'elles sauront jouer. Hop. On peut revenir sur le mode normal. Et du coup, on enchaîne avec le bateau pirate de Winnie l'ourson. Pour un non ancrable, donc un petit objet, même pas un lieu pour le coup, mais un objet, on peut l'incliner payer 3 pour récupérer un pirate de votre défausse dans votre main. Donc c'est un objet qui permet de faire de la récursivité, c'est très intéressant. On avait la pierre de dragon qui permettait de faire ça sur les personnages qu'on support. Ici c'est sur les pirates directement. Mais en vrai, des pirates jaunes, on va en avoir des sympathiques, hein. Ne serait-ce que le bon vieux porcinet qui a 3 de l'or. Payer 3 pour pouvoir le récupérer. C'est pas mauvais en vrai comme capacité, et de pouvoir le reposer, essayer de faire du leurre avec, etc. Tant qu'on a de l'encre et peu de cartes en main, ça peut être intéressant. C'est du cas d'avantage de toute façon. Après, il faudra voir les pirates intéressants en ambre et dans d'autres combinaisons de couleurs. Peut-être, pourquoi pas, un deck ambre acier pirate. Vu qu'on a beaucoup de bons pirates en acier, ça pourrait commencer à faire des petites choses sympathiques. Donc, à surveiller, mais voilà, dubitatif sur l'utilité pour l'instant. Peut-être en draft. Ah, par contre, ça en draft, ah ouais. Alors, ça en draft, ça c'est fort. On enchaîne avec la grande femme du conseil, The Grand Council Woman. Pour 2 ancrables, une 1-3. Quand ce personnage part à l'aventure, tous vos autres aliens gagnent +1 de l'or ce tour-ci. Donc, un personnage qui va essayer de faire du rush avec d'autres personnages aliens. Alors, on pense évidemment à Stitch, on pense à Jumba Jukiba, John Silver, bref, des aliens, il y en a un paquet. Il faut penser aussi au fait que dans la planète au trésor, beaucoup de personnages sont aliens, donc ça peut être vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, à voir, là tel quel, ça me vend vraiment pas du rêve, ça me fait un peu penser à Grand Duke qui était joué et j'aimais vraiment pas la carte à l'époque. Sauf que là c'est quand même du lore et pas de l'attaque, donc c'est mieux. Mais le problème c'est qu'elle va partir à l'aventure, faire son petit point de lore, se faire massacrer parce qu'elle va avoir que 1-3 comme statistique derrière, et elle fera rien d'autre. Et donc si vous la jouez tard dans la partie, il y a vraiment de quoi la gérer 1 milliard de fois, et si vous la jouez tôt, elle va peut-être juste donner un de lore à un autre personnage, et puis c'est tout quoi. Donc bon, je suis pas vraiment emballé. Prepare your butt. Pour un ancrable, une action qui vous permet d'avoir le choix entre 2 possibilités. La première, c'est de choisir et de redresser un objet, n'importe lequel, même à l'adversaire si vous voulez. Hein. Mais donc redresser un objet, évidemment, tout le monde pense « Ah là là, le Kidai, on peut le redresser pour 1, c'est trop fort. » Oui, c'est pas une mauvaise idée dans un sens, mais bon, c'est pas. Il faut avoir un peu plus d'objets à redresser à mon sens pour que ce soit vraiment si utile que ça. Et sinon, on peut redresser un personnage robot qui ne pourra pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Donc on pense évidemment à Baymax. Je pense que le but là-dessus, c'est clairement d'utiliser Baymax. Maintenant, à voir. Là, tel quel, je vois pas de deck dans lequel il y aurait assez d'objets à réutiliser pour que ce soit assez intéressant. Mais on a vu dans les cartes qu'on analysera plus tard, potentiellement des personnages qui jouent ce fait de jouer plein d'objets dans le même tour. Si jamais on commence à pouvoir en plus redresser ces 10 objets, ça pourrait faire des trucs rigolos, donc à voir. Et le dernier, évidemment pour la 30e, j'ai gardé un Jafar, Jafar vizir avide de pouvoir. Pour 5 non ancrables, 3-4, 1 de l'or, une nouvelle base peut-être pour le fameux combo Jafar en améthyste acier. Mais en vrai, pas tant que ça, parce que 5 non ancrables, 3-4, 1 de l'or, c'est des stats pas faux, donc il faut vraiment une capacité de ouf. Et la capacité, c'est que durant votre tour, à chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un personnage, lui infliger un dégât. C'est pas mauvais en soi, mais du coup, passer ton tour 5 à poser une 3-4 qui va rien faire ce tour-ci, et juste mettre un dégât par un dégât les tours d'après, il y a vraiment mieux à jouer en fait. Il y a vraiment mieux à jouer, et je pense pas que c'est assez efficace pour pouvoir vouloir faire des trucs cool avec. En saphir acier, peut-être qu'avec la plume en forme d'arête, avec la belle et des choses comme ça, et du coup des rêves bleus, et tu mets vraiment beaucoup de cartes en encre très vite, et donc tu peux vraiment mettre beaucoup de dégâts à chaque tour. Là, il y a un truc à faire. Mais pour les autres decks, je pense vraiment pas qu'il sera jouable. Clairement, Améthyste Acier sera pas jouable.
même en vert gris, même en donc émeraude d'acier, avec les dégâts directs et des trucs comme ça et tout, je pense pas que ça sera assez fort. Je pense pas, parce que t'as pas assez de pioches et donc pas assez de moyens de vraiment mettre des cartes en encre. Donc, on verra, mais tel quel, je n'ai pas trop confiance à la carte. Et donc voilà pour les 30 cartes de la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous plaît. La vidéo fait moins de 40 minutes, heureusement, encore une fois, j'essaie de faire à peu près 1 minute par carte. Bon, il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont plus longues, donc c'est normal qu'on soit un peu plus long sur la vidéo. Je rappelle donc une dernière fois, samedi à 12 h en direct, je serai avec vous dans le chat YouTube pour la vidéo en première, pour voir la vidéo d'analyse des prochaines cartes. Je ne sais pas combien je vais en faire, je verrai en fonction de ce qui est sorti dans la semaine. Et surtout pour le reveal de 2 cartes en français, que je ferai à la fin de la vidéo. Donc ça va être assez sympa. En dehors de ça, plein de projets qui arrivent incessamment sous peu. N'oubliez pas de regarder les mardis méta que je poste sur YouTube. Et aussi, je vous encourage vivement à regarder le Grand Lorca Quiz. Alors certes, c'est que la première partie, la deuxième, je ne pourrais pas la mettre. Mais ça vous donne une idée de ce que c'est, parce que très clairement, il y en aura d'autres éditions. Et ça pourra peut-être vous donner envie de participer dans le chat, voire même dans de futures éditions, de participer tout court. Nous verrons ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous à tous. Encore merci 1 milliard de fois pour tout votre soutien et tous vos compliments et tous vos encouragements. On va continuer de faire du contenu de qualité, vous inquiétez pas. 2025 va être une grande année pour l'Arcana et on sera clairement présent dedans. Je vous fais de gros bisous. Ciao tout le monde. On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7RT, à 10 jours du Lorcana Challenge. Alila perd son paroxysme, j'espère que vous êtes